je voudrais quand même dire un truc, parce que les propos que je tiens depuis tout à l'heure, je suis sûr que, allez, 50%, 60%, 70% des gens qui nous regardent, ils vont dire, mais c'est du n'importe quoi, c'est de l'utopie, c'est naïf, ça ne peut pas exister, un monde sans guerre, et puis quoi encore. La vérité, c'est qu'on s'est enfermé dans une logique de fonctionnement dont on pense qu'elle est indépassable. On pense qu'un monde sans guerre, c'est de la naïveté, c'est de l'utopie. Mais en vrai, si on en décidait tous ainsi, ça s'arrêterait tout de suite. Harry Roselmack de retour sur Stay Tuned TV 12 ans après. Restez connectés, à très vite. Allez, première et dernière, j'espère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission, avec un invité qu'on avait déjà reçu il y a au moins 12 ans pour la 100e. C'est le 100e numéro de Stay Tuned. Bravo pour la longévité. On essaye de tenir, voilà, exactement. Donc, il s'est passé beaucoup de choses entre 2011 et 2024. Je fais un petit récapitulatif. Donc, tu es journaliste, producteur, réalisateur, écrivain. Tu as sorti un livre là qui s'appelle Il n'est pas trop tard pour naître. Ça, c'était le précédent. Ouais. Et là, le nouveau, c'est Dieu, la source et l'univers philosophal. C'est ça. Ouais. Alors, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Et j'avais reçu le précédent, donc Dieu, non, il n'est pas trop tard pour. Ouais. Et j'ai eu, donc j'étais captivé. Et au départ, je suis rentré dedans. Et puis à un moment, j'ai fait pause parce que je l'ai trouvé assez compliqué. Et ensuite, donc j'ai laissé reposer. Et quelques mois après, j'ai reçu le nouveau bouquin, donc Dieu, la source et l'univers philosophal. Et je l'ai trouvé beaucoup plus simple de compréhension parce qu'il y a des définitions. On est vraiment dans un côté plus pragmatique. Alors, est-ce que ça a été pour toi quelque part, tu voulais simplifier la chose avec ce nouveau bouquin? Alors d'abord, tu disais que c'est une thématique qui t'intéressait. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ces questions fondamentales sur l'existence. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a une raison d'être? Mais qui n'osent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont... on a rendu en fait notre société moderne, faute peut-être d'avoir trouvé une réponse convaincante pour le plus grand nombre, on a rendu cette question presque taboue. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se poser la question de ce qu'il fait sur cette planète, pourquoi il est là, on va lui dire d'aller voir un psy. Or, la question n'a rien d'une pathologie psychiatrique. C'est une question essentielle que l'homme se pose depuis qu'il est en mesure de se la poser. Ça fait des millénaires que l'homme se pose cette question, et c'est une question très légitime. Et effectivement, moi, je m'y suis attaqué avec l'ambition de comprendre, parce que comme tout le monde, je me la suis posée. À un moment, j'ai assumé de dire que cette question elle était légitime, et d'essayer de voir si on avait les outils intellectuels pour arriver à trouver la réponse de notre raison d'être. Parce que on peut adopter des croyances, on peut croire en des trucs, mais on est souvent incapable de l'argumenter, de donner des arguments, d'avoir un raisonnement logique à ce propos de l'existence, d'où ça commence, probablement, et est-ce que tout ça est un projet ou est-ce que tout ça est de l'ordre du hasard? Ben ça, on peut réfléchir là-dessus. On a des outils de raisonnement et ça s'appelle la philosophie. Et donc, exactement la philosophie métaphysique, mais métaphysique, comme c'est un mot qui fait peur, on va dire la philosophie. Et dans mon premier livre, j'ai fait cette démarche, mais je l'ai fait en m'appuyant beaucoup sur la science. Parce qu'une métaphysique, aujourd'hui, pour qu'elle soit crédible, elle ne peut pas contrarier les résultats de la science. Les résultats de la science, ils sont solides, ils sont consolidés. Il faut que la philosophie qui pense le début de l'existence, elle soit en cohérence avec la science. Et donc, sur le premier, j'ai voulu partir de la science. Et j'ai voulu expliquer le plus simplement possible, mais c'est quand même assez complexe, comment, sur un plan scientifique, ce qu'on connaît aujourd'hui sur un plan scientifique, et comment on peut le prolonger par la philosophie, alors que dans le deuxième, je considère que ce travail, il est fait, je me débarrasse de toute la partie un peu scientifique, un peu complexe, un peu ardue, pour partir directement sur des concepts de philosophie qui parlent plus aux gens, je pense, qui ne sont pas très... qui n'ont pas beaucoup d'appétence ou de culture scientifique, quoi. Ok. Je reviens à Dieu, la source et l'univers philosophal. Il y a un mot qui revient assez souvent. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il y a un mot qui est information. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est un mot clé
du bouquin. C'est un mot qui revient souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que l'information, c'est le départ de tout. L'information, c'est ce qui a toujours été et c'est ce qui sera toujours une fois terminé ce que j'appelle le processus. Le processus, c'est quoi? C'est de l'information, mais en changement d'état. C'est-à-dire qu'au début, il y avait de l'information. Par introduction d'énergie, cette information a changé d'état. Donc, ça a donné le temps et l'espace. Et nous, on vit dans un processus de temps et d'espace, d'espace-temps. On dit l'espace-temps. L'univers et l'espace-temps, c'est pareil. On vit dans un univers qui est un processus. Mais avant ce processus, il y avait déjà quelque chose. Et cette chose, c'était l'information. Et après ce processus, quand l'énergie disponible par unité d'espace sera trop faible pour provoquer du changement d'état, et ça arrivera un jour parce que l'univers est en expansion. Un jour, l'énergie disponible, elle sera insuffisante pour provoquer du changement d'état. On appelle ça la mort thermique de l'univers, donc plus rien ne va changer, mais il restera toujours l'information. Donc l'information, c'est clé, c'est ce qui a toujours été, c'est ce qui sera toujours. On est tous faits d'information. Le point commun entre toi, cette caméra, cette lumière, une fleur, un robot ménager, c'est l'information. On est tous faits d'information. Et justement, tu as employé un mot, c'est un autre mot, c'est énergie. Sans cette énergie-là, rien n'est en action, rien n'est en mouvement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui plaide, parce qu'en vérité, c'est quoi l'une des questions fondamentales de l'étude métaphysique? Pourquoi je fais un truc comme ça? Juste pour essayer d'argumenter une des deux hypothèses possibles de ce qu'on est. Soit on est le résultat d'un processus qui a été créé, donc d'une création, et qui dit création dit principe créateur, soit tout ça est de l'aléatoire et du hasard, et l'intelligence a été créée par hasard. Alors ça, autant dire que j'y crois pas du tout, c'est très peu défendable en vérité, c'est très peu argumentable. Et la vérité, c'est que ce processus de création, c'est très probablement l'introduction, comme je le disais, à de l'information préexistante d'énergie. Il y a un truc très sympa, très cool, que les frères Bogdanov m'avaient transmis, et qui est très parlant, parce qu'eux, ils étaient très bons pour vulgariser, donner des images et rendre les trucs plus compréhensibles. Tu vas regarder un film sur un DVD, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le DVD, tu le mets dans le lecteur de DVD. C'est ça, ouais. Le lecteur de DVD, il associe à l'information qu'il y a sur le DVD de l'énergie, c'est un laser. Tu vois, toi, sur ta télé, un film, avec un début, une fin, des personnages qui vivent des choses, et le film s'arrête. À la fin du film, tu appuies sur Eject, tu récupères quoi? Tu récupères le DVD. Mais sur le DVD, c'est quoi? C'est un support matériel, mais c'est de l'information. Et sur le DVD, dans ta main, il y a le film que tu viens de regarder, il y a les versions chinoises, néerlandaises, toutes les langues, il y a le making-of, toute cette information, elle tient dans ta main au même moment. C'est-à-dire qu'elle est plus dans le temps. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin du film. Mais tout le film est dans ta main. Eh ben, ce qu'on peut dire, effectivement, pour faire une comparaison, alors la comparaison, il faut les manier avec prudence. Mais pour prendre une comparaison, l'univers, c'est pareil. Il y avait de l'information, une source informationnelle. De l'énergie a été introduite dans cette source informationnelle. Et ça a donné une histoire, un film, si tu veux, qui s'appelle l'univers, qui s'appelle l'espace-temps. Et quand ce film sera terminé, on n'appuiera pas sur Eject, en tout cas le principe créateur n'appuiera pas sur Eject, mais il restera toujours l'information. Il y a un autre mot qui, en tout cas je l'entends à droite, à gauche, c'est le mot quantique, qui est pour moi très compliqué à définir. C'est compliqué, la physique quantique, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour faire court et simple, l'avantage de la physique quantique, ça nous aide à comprendre une chose, à mon avis, essentielle, c'est qu'il existe de l'indétermination. C'est-à-dire que il y a des informations qui font la réalité, qui sont pas déterminées à l'avance et qui attendent un observateur, une interaction pour se déterminer. C'est-à-dire que les choses, elles se créent et que les choses, elles sont pas complètement prédéterminées à l'avance. Tout n'est pas prévu à l'avance. La physique quantique, ça veut dire qu'il existe un espace de liberté. Et cet espace de liberté, les systèmes informationnels vivants et intelligents que nous sommes, on peut l'exploiter. Une pierre, elle peut pas tellement exploiter l'espace de liberté quantique. Un être humain, il peut l'exploiter. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que le principe créateur de l'univers a fait un processus dans lequel nous avions, de la liberté, et deux, c'est ce que nous apprend la métaphysique, un pouvoir de co-création de cette réalité. C'est-à-dire qu'il nous a délégué la possibilité de co-créer la réalité dans laquelle on vit. Et ça, c'est quand même génial de le savoir et de l'appliquer, parce que quand on le sait, on arrive à l'appliquer, on a plus de maîtrise sur sa vie. Donc on peut créer notre réalité, la modifier, la faire évoluer. Bien sûr. Ouais.
C'est ce qu'on fait par l'action, Ouais. de base. Quand tu agis, quand tu fais quelque chose, tu influes sur la réalité. Si au volant, tu prends à droite au lieu de prendre à gauche, ça fait un choix. Et donc, tu as changé la réalité du moment où tu as pris cette voie de droite au lieu de celle de gauche. Mais plus que ça, la réalité est en fait d'informations associées à de l'énergie. La pensée, c'est de l'énergie. Et en choisissant l'un des possibles de l'avenir, et en focalisant dessus, et en injectant de l'énergie sur ce possible-là, tu as plus de chances de le manifester, c'est-à-dire de créer une opportunité, qu'après tu devras concrétiser par de l'action, c'est toujours pareil. Mais tu peux te créer des opportunités en associant à de l'information qui existe dans le champ des possibles, tu y ajoutes de l'énergie par la pensée, et ce possible-là a plus de chances, c'est pas du 100%, mais il a plus de chances de se manifester qu'un autre des possibles de l'avenir. Métaphysique, moi, la définition, c'est recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. C'est pas si simple quand on parle de rationalité. Comment on arrive à rationaliser tout ça, à mettre ça en concret? L'univers qui nous a fait nous a doté d'un truc assez incroyable qui s'appelle l'intelligence logique. Cette intelligence logique, tous les peuples la partagent sur cette planète, tous les êtres humains partagent cette façon de mettre l'information en cohérence. C'est ce qui nous rend supérieurs au reste du règne animal. C'est qu'on a une capacité à manipuler l'information de façon cohérente, on appelle ça logique, et qui nous donne un accès à la compréhension de l'univers, justement. L'être humain a inventé un truc que les animaux, a priori, n'ont pas, c'est les mathématiques, par exemple. Ouais. Les mathématiques, c'est un truc assez incroyable, parce que ça nous permet, par des équations, de trouver des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas expérimenter. Il y a tout un tas de particules qu'on connaît aujourd'hui en physique, qui ont été trouvées par des équations. Donc des mecs ont fait des équations très complexes, que je maîtrise absolument pas. On va laisser de côté. Et ils ont réussi, grâce à ces équations, à trouver des particules qu'on a ensuite démontrées dans des expériences plus récentes. Mais on a beaucoup parlé à un moment du boson de Higgs, qui a été démontré à Genève, en Suisse. Il y a un truc qui s'appelle le CERN, c'est un accélérateur de particules. Ouais. Il y a des nuages qui sont passés là, c'est pour ça que la luminosité a changé. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. C'est pas quantique. Mais donc, cet accélérateur de particules a permis de montrer un truc qui s'appelle le boson de Higgs, que Higgs avait trouvé par des équations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit logique, il est capable de rationaliser l'univers. Ta question, c'était comment on peut rationaliser l'univers. C'est ça, Notre esprit, il est capable de rationaliser l'univers jusqu'à un certain point. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas encore et qu'on comprendra demain. Il y a des choses peut-être qu'on ne comprendra jamais, c'est possible. Mais en tout cas, notre esprit et notre logique, en augmentant la connaissance, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui augmente au fil des générations. La connaissance, il y a 2000 ans, n'était pas la connaissance d'aujourd'hui. Dans 2000 ans, elle sera pas celle qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que dans 2000 ans, on aura des réponses à presque tous les mystères de l'univers. C'est pas impossible. En tout cas, notre intelligence, elle nous permet ce travail-là. Il y a un volet amour et peur. C'est marrant parce que souvent dans des conversations, on peut entendre c'est à moi, c'est la mienne, elle est à moi, c'est ma moitié. Et il y a un élément qui rentre en compte, c'est l'ego. Et tu dis que l'amour, c'est pas être dans la possession. Non. C'est ça? Non, l'amour, c'est pas être dans la possession. L'amour inconditionnel, tel que je le vois, c'est effectivement la quête. C'est ce qui conduit à la quête d'harmonie, parce que le but ultime pour moi, c'est l'harmonie. Et cette harmonie, elle passe par les principes qui guident cet univers. C'est-à-dire, en réalité, il y a un principe, on le disait tout à l'heure, de liberté fondamentale. Et cette liberté, il faut, tant qu'on peut, il faut se l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire que chacun est libre, chaque être humain est libre à sa liberté, à sa liberté de choix, et personne n'appartient à personne. Et l'amour ne peut pas justifier une possession de l'autre. Et cette notion de possession, elle est normale. Moi, je veux pas culpabiliser les gens qui sont dans la possession, que ce soit matériel ou que ce soit de l'autre, par une forme de jalousie ou d'appropriation. Je leur fais pas de reproches. Ça, c'est l'héritage de l'évolution de l'être humain. L'être humain, quand il est arrivé sur cette planète, quand par évolution et par mutation, il est arrivé sur cette planète, la nature était hostile. L'être humain, c'est l'un des êtres vivants les plus fragiles qui soit,
Parce que si vous laissez un bébé humain tout seul dans la nature, il va mourir. C'est quasiment sûr. Donc au début de sa vie, c'est un des êtres vivants les plus fragiles, contrairement à certains animaux qui savent se débrouiller dès un âge très précoce par rapport à l'être humain. Mais l'être humain, il devient ensuite l'animal le plus puissant du règne animal parce qu'il a cette capacité, comme je le disais, de manipuler l'information, de trouver des stratégies pour s'adapter, pour trouver des moyens de survivre, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme préhistorique, lui, il vivait dans la peur. Il était dans une nature qu'il ne maîtrisait pas. Il avait des enjeux vitaux qui sont comment je me protège, comment je m'alimente, comment je fais en sorte que ma famille survive. Et donc, cette peur, s'il n'y avait pas cette peur au départ qui est rentrée dans, j'ai envie de dire, dans nos gènes, en tout cas, dont on a hérité un peu par, on dit par atavisme, mais par réflexe, cette peur, si elle n'existait pas, on serait mort. Parce qu'encore une fois, l'être humain, il est très peu adapté à la vie sauvage. C'est la peur qui lui fait prendre des décisions de survie. Sauf que, aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, on n'est plus dans cette survie-là. Mais on continue à être régi par les mêmes sentiments que nos aïeux préhistoriques. Quand il se passe un truc, ta première réaction, tu la réfléchis pas, c'est pas conscient. C'est dans ton inconscient, c'est ancré chez nous. Mais ces réflexes de peur qui existent, ils ont été nécessaires dans une phase de l'évolution humaine, mais cette évolution humaine, elle doit passer par le fait de maîtriser cette peur, de la faire reculer, et de la mettre là où elle est indispensable. Faut pas que la peur nous guide dans des choses qui sont pas indispensables. Si t'as une voiture qui te fonce dessus, heureusement que t'as peur pour dégager. Si t'avais pas peur, que tu regardais la voiture arriver, tu pourrais avoir des gros problèmes. La peur, elle est utile pour ça, mais pour plein d'autres trucs, elle est pas utile. Et donc, faut qu'on apprenne à la maîtriser, cette peur, parce que la peur, elle peut contrarier l'amour, effectivement, et elle peut contrarier l'harmonie, qui est le but ultime. Il y a cette notion de mental. Le mental qui, justement, fait en sorte de nous mettre plus ou moins en sécurité. Bien sûr. Ouais. Le mental, c'est l'héritage de tout ça, de tout toute cette histoire humaine, de l'espèce humaine que je disais. Le mental, il en a hérité. Mais le mental, il faut arriver aujourd'hui à le raisonner. En fait, il y a une théorie philosophique à laquelle j'adhère totalement, qui est celle de l'anthropogénèse continue. Ça veut dire que l'évolution de l'espèce humaine, elle n'est pas terminée. Nous, on pense que parce qu'on est passé de l'homme préhistorique au sapiens sapiens, c'est terminé, l'homme, il va plus évoluer. L'être humain, quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Ben, je pense que non. L'être humain, il doit continuer son évolution. Et la principale évolution qui lui reste aujourd'hui, c'est pas tellement de continuer à perdre des poils, d'être de plus en plus long et filiforme et d'avoir une mâchoire de plus en plus petite. Ça va peut-être arriver, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il comprenne qu'il doit être en interaction harmonieuse avec le reste de l'univers, parce que c'est ce que nous montre l'univers. L'histoire de l'univers depuis 13,8 milliards d'années, c'est une organisation harmonieuse de l'information. On parlait d'information de départ tout à l'heure. Cette information, elle s'est organisée de façon harmonieuse, parce que le principe créateur a estimé que c'était une façon enrichissante et positive pour son projet d'évoluer. Et ben cette évolution harmonieuse de l'univers, il faut que nous qui sommes des agents libres de l'espace-temps et de l'univers, nous sommes des agents libres, eh bien il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on adopte cette règle-là, et quand on aura fait ça, le monde il va changer complètement. On sera dans un monde complètement différent d'aujourd'hui, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de gens laissés sur le côté, où il n'y aura plus de famine, parce que l'harmonie, c'est la prise en compte de l'intérêt de tout le monde, et de l'intérêt de tout ce qui nous entoure. On parlait de mental, sécurité. Il y a aussi un élément important, c'est l'instant présent. On entend partout, instant présent. Il faut être focus sur le moment. L'avenir, c'est loin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je sais qu'il y a eu des théories. Je crois qu'il y a Edgar Tolle. Edgar Tolle, ouais. Edgar Tolle qui justement a écrit là-dessus. C'est important d'avoir cette notion d'instant présent. Ouais, bien sûr, c'est important. Parce que ça aide à vivre mieux, et deux, ça aide à cette co-création de la réalité dont je parlais tout à l'heure, cette capacité à mettre de l'énergie dans un projet, et pour affecter la réalité, il faut le plus possible que cette pensée énergétique se réalise au moment du présent physique, au moment où la réalité se fabrique. C'est au moment où la réalité se fabrique qu'on peut avoir une influence dessus. Notre réalité locale, hein.
Je ne dis pas forcément la réalité. La réalité globale, je pense que si on se mettait tous à l'instant présent dans une forme de méditation, mais tout le monde sur la planète pour qu'il arrive un truc, je pense que ça arriverait. Ouais. Mais ça, pour l'instant, c'est impossible. Ouais. Je voudrais quand même dire un truc parce que les propos que je tiens depuis tout à l'heure, je suis sûr que, allez, 50%, 60%, 70% des gens qui nous regardent, ils vont dire, mais c'est du n'importe quoi, c'est de l'utopie, c'est de naïf, ça ne peut pas exister, un monde sans guerre, et puis quoi encore. La vérité, c'est qu'on s'est enfermé dans une logique de fonctionnement dont on pense qu'elle est indépassable. On pense qu'un monde sans guerre, c'est de la naïveté, c'est de l'utopie. Mais en vrai, si on en décidait tous ainsi, ça s'arrêterait tout de suite. En fait, on pense que ça échappe à notre contrôle. Mais ça n'est lié qu'à nous. Et il y a un truc qui m'irrite un peu, c'est que les gens disent « Ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas... » Non, il faut arrêter ça. Si Dieu existe, et moi je pense qu'il existe, et j'arrive même à l'argumenter, Dieu, pour les agents libres que nous sommes, c'est un prescripteur, c'est pas un ordonnateur, c'est pas lui qui fait notre place, il prescrit des choses, il prescrit l'harmonie, il prescrit le bien, il prescrit l'amour, mais on est libre de faire autre chose. Et cette liberté, on l'utilise souvent pour faire autre chose que ce qu'il prescrit. On détourne, quoi. On détourne. Donc après, on peut pas dire que c'est sa faute. C'est notre responsabilité, c'est pas la sienne, c'est la nôtre. Il y a des raisons pour lesquelles, je pense, dans le processus qu'il a mis en place, il a créé des agents libres, il a une raison à ça. C'est un peu, d'ailleurs, la raison pour laquelle il a créé l'univers. Je l'explique dans le bouquin, on va peut-être pas y revenir parce que c'est long et compliqué. Mais il faut qu'on assume cette liberté. Et il faut qu'on fasse de ce monde ce qu'on a envie d'en faire. Ce que l'on sent qu'on doit en faire, en sachant qu'au-dessus de nous, il y a un principe qui dépasse nos intérêts personnels, communautaires, nationaux, mais même mondiaux. Il y a un principe qui guide l'univers. Et ce principe, si on y adhère, non seulement on vivra tous beaucoup mieux, mais l'espèce humaine perdurera longtemps dans cette évolution de l'univers. Alors que si on continue de créer de la disharmonie, l'espèce humaine, elle va disparaître prématurément. Moi, je pense que ce qu'on risque, c'est pas tellement de détruire la planète, c'est de s'auto-détruire nous, par plein de façons différentes. On est en train, aujourd'hui, l'espérance de vie, si on change pas nos modes de vie, je peux te dire que l'espérance de vie de l'être humain, elle va commencer à régresser et on va disparaître. Parce que cette organisation harmonieuse, elle est créatrice. L'organisation disharmonieuse, elle crée ce qu'on appelle de l'entropie, de la désorganisation informationnelle et finalement de la disparition des systèmes. L'information, elle disparaît pas, mais les systèmes, eux, ils disparaissent. Intéressant. Mission de vie. Je sais que toi, tu l'as trouvé. D'ailleurs, je crois qu'il y a un récit. Je crois qu'il y a le Sénégal, l'île de Gorée. Ouais. C'est ça? Ouais. Là, il y a eu un déclenchement? Ouais, il y a eu un déclic, ouais. J'étais invité pour une cérémonie sur l'île de Gorée, où je refermais symboliquement dans la maison des esclaves de l'île de Gorée, la porte du non-retour. C'était la porte par laquelle les esclaves, les captifs qui n'étaient pas encore esclaves, mais qui étaient capturés, étaient mis dans les bateaux négriers puis envoyés outre-Atlantique, donc ils ne revenaient jamais. Certains même finissaient dans l'océan. Eh bien, j'étais invité à fermer cette porte, un truc symbolique très fort. Et il y avait une célébration rituelle sénégalaise qui s'appelle le Ndeup. On m'a dit que c'était une cérémonie de protection. Okay. Et le guide spirituel de cette cérémonie, il parle aux esprits, il parle aux djinns du coin. Là, c'était les djinns de l'Anse de Gorée. Et il m'a dit, alors qu'il ne me connaissait pas, alors il m'a pas dit directement parce qu'il parlait en Wolof, je pense. Ouais. En tout cas, je comprenais pas ce qu'il disait. Ouais. Et il a dit à la dame qui me traduisait que les djinns me baptisaient du nom de messager. Et ça m'a surpris agréablement, dans le bon sens. Et je me suis dit qu'il y a vraiment un truc, que ce que je faisais depuis 30 ans par le journalisme, c'était le messager. Ouais. Là, par les bouquins que j'écris, je fais passer des messages qui me semblent des messages hyper importants. Et pour moi, je l'ai pris comme une confirmation que j'étais bien dans ma mission de vie et que les esprits sont là. Et les esprits de Gorée, ils ont validé le truc. Donc, s'ils ont validé le truc. Justement, sur mission de vie, à quel moment tu dis, là, je suis vraiment dedans? Je suis vraiment dans ce que je dois faire. Je pense que tu le ressens. Tu le ressens. Quand tu es dans ta mission de vie, tu le ressens. Il y a une forme de plaisir, déjà, de facilité aussi,
Parce qu'avec le plaisir, les choses sont plus faciles. Et même si tu t'attaques à des choses complexes, tu le fais vraiment sans forcer, sans ou même si évidemment il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est agréable. Tu kiffes ce que tu fais en fait. Quand tu es dans ta mission de vie, tu kiffes ce que tu fais. Et donc tu le sais, tu le sens déjà. Après, quand ça t'est confirmé par les djinns de Gorée, voilà. La spiritualité, Dieu, ça arrive à quel moment? À quel moment tu te dis, tiens, il y a quelque chose de plus fort que nous Moi, dès tout petit, c'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'ont éduqué dans la foi, dans la religion catholique en l'occurrence, ça aurait pu être une autre, ça a été la religion catholique. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie, encore une fois, de comprendre pour argumenter, parce que la croyance, tu peux l'adopter de gens de confiance, de tes parents, d'une communauté, d'une rencontre, de sensations aussi. Tu peux ressentir quelque chose qui t'amène vers la foi et tu te convertis et tu deviens croyant, mais sans avoir forcément les armes rationnelles pour convertir quelqu'un qui ne croit pas. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qui ne croit pas, crois parce que c'est cool. Bon, c'est un peu faible comme argument. Mais la vérité, c'est que ce raisonnement métaphysique que je fais dans mes bouquins, il conforte les gens qui croient en Dieu. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on dit souvent, les athées, ils disent aux croyants, t'es pas rationnel, t'es pas quelqu'un de rationnel parce que tu crois qu'il y a un truc là-haut qui a créé le monde, etc. Eh bien, l'étude, j'ai envie de dire, exigeante et robuste de l'existence, comme tu le fais avec la métaphysique, elle arrive à une conclusion qui est que l'univers, le processus dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup plus vraisemblablement une création qu'une non-création. Et les gens qui ne croient pas en une entité créatrice, en fait, ils sont moins rationnels que les gens qui croient en une entité créatrice. Donc demain, si vous êtes croyant, vous pourrez dire à un athée, c'est toi qui n'es pas rationnel, parce que l'étude rationnelle de l'existence et de l'univers, on peut pas démontrer, il n'y a pas de démonstration possible, puisqu'on peut pas, la science n'est plus opérante à ces niveaux. Quand tu remontes vers le passé, il y a un moment où la science, elle est plus opérante, c'est un moment qui est juste après le Big Bang, qui s'appelle le mur de Planck, où les équations marchent plus, on peut évidemment pas observer, on peut pas faire d'expérience, il y a trop d'énergie, on peut rien démontrer. En revanche, on peut avoir un raisonnement qui permet d'argumenter et de dire que très probablement, cette hypothèse-là, elle est beaucoup plus crédible grâce à notre logique, et en utilisant la même logique que celle de la science. Cette hypothèse-là, elle est beaucoup plus crédible que son alternative et que l'autre opposé. Et en l'occurrence, l'hypothèse d'un univers créé est beaucoup plus crédible, beaucoup plus crédible et argumentable que l'hypothèse d'un univers incréé. Dieu, la source et l'univers philosophal au quotidien, comment on l'intègre? Ça a des conséquences sur le quotidien et c'est ça qui est cool. C'est que au-delà de comprendre les choses, au-delà de pouvoir argumenter, ça te donne des outils pour mieux vivre. En fait, l'image que je prends, c'est l'histoire du permis de conduire. C'est-à-dire que pour que ce soit pas le bordel total sur les routes, on passe tous un permis de conduire, on apprend à manipuler basiquement une voiture. Or, la vie, on est projeté dans la vie parce qu'on est, mais la plupart des gens ne s'intéressent pas à ce qu'est la vie et à comment ça fonctionne pour optimiser, pour éviter les accidents de vie, comme on évite les accidents de la route. Il vaut mieux savoir comment elle fonctionne, la vie. Et quand on sait comment la vie, elle fonctionne, je peux t'assurer que la vie, on l'utilise mieux, on la maîtrise mieux, voilà. On la maîtrise mieux, c'est comme une voiture, on la maîtrise mieux, et donc on peut aller où on veut, beaucoup plus facilement que quand on se laisse porter, et qu'on n'a pas tous ces outils-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui réussissent très bien leur vie sans se questionner sur ce qu'est la vie et sans savoir comment ça fonctionne. Mais souvent, les gens qui réussissent, même sans le savoir, ils appliquent des règles qui sont des règles que quand tu le sais, tu vas le faire consciemment. Et eux, ils le font inconsciemment. La plupart des gens qui réussissent de grandes choses, les sportifs, regarde les sportifs, les Teddy Riner, tous ces mecs-là, ils ont un mode opératoire sans forcément connaître le fonctionnement de l'univers, leur mindset, il fonctionne de la bonne façon pour que leur projet se concrétise. Et donc, ça, il faut pas se dire que c'est à la portée que de quelques-uns, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir le manuel d'utilisation en vérité. Voilà. Je rencontre beaucoup d'artistes et on parle des fois ou souvent du processus de création.
Et lorsqu'on arrive sur le processus de création, il y a toujours alors il y en a quelques-uns qui m'ont dit récemment que les mélodies, elles arrivaient comme ça, comme s'ils étaient une sorte de médium et que ça venait de quelque chose qui était vraiment plus fort qu'eux. Et justement, ça m'a fait penser au bouquin. Et est-ce que tu as une explication ou est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle, mais carrément que ça me parle. Moi, je crois d'ailleurs que les artistes, que ce soit les chanteurs, mais aussi les poètes, les peintres, ils ont parfois une connexion directe avec des vérités profondes, métaphysiques, qu'ils expliquent ou qu'ils traduisent par la musique. Ouais. Il y a d'ailleurs un lien assez fort entre la musique et les maths. L'harmonie, on parlait d'harmonie, l'harmonie en musique c'est hyper important, mais l'harmonie c'est aussi un rapport d'ordre mathématique entre les différents sons, si on parle de musique. L'harmonique c'est un rapport mathématique entre différents sons qui fait quelque chose qu'on va trouver harmonieux. Et il y a quelques phénomènes qui sont des supercalculateurs, c'est-à-dire des mecs, tu leur dis 4 milliards fois 412, ils vont te donner le résultat tout de suite. Eh bien, il y a un de ces supercalculateurs, et alors il y en a qui voient des couleurs, il y a un mec qui s'appelle Daniel Tammet, qui lui, il voit des couleurs, et il traduit les couleurs en chiffres, donc lui il voit les couleurs, il dit le bon chiffre, et il y en a d'autres qui entendent de la musique. Il y avait un supercalculateur français au début du XXe siècle, je crois, ou fin du XIXe, et ben lui, il entendait comme des symphonies qu'il traduisait en chiffres. Donc il y a un vrai lien entre cette harmonie de la musique et les mathématiques. Et ce qui est l'inspiration, c'est effectivement, et on en parle dans le bouquin, c'est l'accès qu'on peut tous avoir, qu'on peut tous développer, mais que certains ont des prédispositions, à un champ d'information qui est extérieur à nous et qui fait passer de l'information, qui fait passer des choses qui peuvent nous arriver et qui vont être de l'ordre de la révélation, de la prophétie. Tous les prophètes qui sont la base des religions, ils ont reçu des vérités métaphysiques par le biais de cette connexion avec ce champ d'information, cette conscience globale qui, parfois, à laquelle on est capable, grâce à notre cerveau, de se connecter. C'est comme la fibre, tu le connectes et il y a de l'info qui passe. Okay. Voilà. Je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. C'est bon pour toi? Yep. Ok. Si je te dis écriture. Fondamental, constitutif de ma façon de m'exprimer, de communiquer. Mais fondamental. Mental. Mental. À la fois une grande aide, un grand soutien, un moyen de survie, mais à la fois un danger pour le but ultime qui est l'harmonie. Discrétion. Trait de caractère qui me caractérise. Discrétion. Ouais, ok. Et le dernier mot, c'est caméo. Oh bah, là aussi, tu sais pourquoi je te parle de caméo? Parce qu'on avait parlé de caméo il y a 12 ans. Exactement. Tu m'avais dit que c'était quand même un groupe qui t'avait marqué, qui a été un élément déclencheur dans le reste, quoi. Ouais, grave. Caméo, c'est l'un des premiers groupes afro-américains. Bon, il y a évidemment Kool and the Gang aussi, mais Caméo, c'était encore plus fort. Ouais. Parce que Caméo, c'était un univers à la fois musical et visuel de fou pour l'époque. Et c'est mes grands cousins. Moi, j'ai grandi à Tours et j'avais de grands cousins à Villepinte, à Paris. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce groupe. Et quand j'ai découvert ça, c'est passé un truc, quoi. J'ai surkiffé par rapport à tout ce que j'écoutais avant. Il y avait une dimension supplémentaire d'accroche qui a fait que je me suis dit, putain, ce genre de musique, c'est ma musique, quoi. T'écoutes quoi en ce moment? Alors là, j'ai écouté le dernier album de Bilal qui est sorti il y a quelques jours. Effectivement, il est sorti il y a pas trop longtemps. Et j'ai appris un truc. Mais bon, j'ai appris que D'Angelo avait des titres là. Il a, je crois, 8 ou 9 titres. Il y a un album en préparation. Et il est en train de bosser sur. Et c'est Raphaël Sadik, que j'aime beaucoup aussi, qui a donné cette info. Ouais. Donc, D'Angelo qui m'énerve un peu, et qui énerve tous ses fans. Pourquoi il t'énerve? Parce qu'il met 10 ans à sortir un album. Oui, c'est pas sérieux. Mais il y a un truc qui arrive manifestement et j'espère que ce sera au niveau de l'attente parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais attendre les gens comme ça, c'est comme Frank Ocean, j'adore Frank Ocean, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il devient. Wow. Mais quand tu fais attendre les gens 15 ans avant de sortir un album, t'as intérêt à sortir du lourd parce que sinon. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que l'artiste, il y a une dimension aussi psychologique.
Il y a le talent, mais si psychologiquement, voilà, il y a un manque de confiance ou il y a, ça passe mal. Ce sont les vrais artistes, j'ai envie de dire, parce que ce sont des artistes qui font les choses eux-mêmes. Ces mecs-là, les D'Angelo, alors bien sûr, il y a des groupes autour, bien sûr, il y a des trucs autour, mais ils sont tellement impliqués dans leur art et dans leur œuvre que si eux, ils sont pas bien, ça sort pas, en fait. Et bah, les Frank Ocean, c'est pareil. Frank Ocean, il fait quasiment tout lui-même. Enfin, bon, Et donc, ces gens-là, effectivement, ces artistes-là, ils sortent des trucs qui sont très personnels, qui parlent quand même beaucoup à ceux qui rentrent dans leur univers, mais ils ont plus de mal à sortir un album tous les 2 ans. Et les gens qui sortent un album tous les ans, c'est parce qu'ils ont des teams qui les alimentent en prod, en texte, en tout ça. Donc, ça va beaucoup plus vite. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, ce serait halte au cynisme, émerveillez-vous, émerveillons-nous et ouvrons-nous l'esprit, ouvrons le champ des possibles. Ça n'est qu'en ouvrant le champ des possibles qu'on arrivera à faire ce monde aller dans le bon sens. En tout cas, je te remercie, ça m'a fait plaisir de te revoir. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Dans 12 ans. Non, pas dans 12 ans, peut-être avant. Ciao. Salut.